Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour traiter d'un sujet qui fait suite à un premier webinaire au sujet de la fiabilité et des différences qui existent entre les différents recueils qui sont aujourd'hui utilisés pour l'estimation de la fiabilité prévisionnelle. Et aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près à FIDES notamment et à l'élaboration du profil de mission qui se situe pour cette nouvelle méthodologie au cœur réellement de la construction et de l'ingénierie de fiabilité. Donc ce sujet sera traité en deux parties. Aujourd'hui, une première partie où on va voir ensemble les problématiques associées à cette construction et voir ensemble les premières étapes de la construction de ce profil. Et dans une seconde partie, donc un second webinaire qui arrivera le mois prochain, on verra ensemble comment finaliser ce profil de mission et voir ensemble également les limites de cette approche. Donc l'agenda pour cette première partie, quelques rappels rapides sur FIDES qui ont déjà été abordés lors du webinaire précédent. On verra ensemble les enjeux et problématiques liés à la construction d'un profil de mission, les paramètres importants, et enfin on va illustrer cette construction du profil de mission au travers d'un exemple assez parlant et qui s'appuie notamment sur ce qui est présenté au travers du livret de la méthodologie qui est disponible pour cette norme. Et enfin, on conclura sur les limites et puis les suites à donner à cette construction qui seront abordées dans la deuxième partie. Juste un petit rappel rapide des règles de ce webinaire. Donc merci de couper votre micro pendant la présentation, Rachel l'a rappelé. Règle numéro 2, également, si vous avez des questions, donc on a un modérateur sur le chat qui va collecter l'ensemble des questions. On fera une pause pendant ce webinaire et également à la fin pour pouvoir essayer d'y répondre. Merci dans la mesure du possible d'être assez clair et concis et on essaiera d'être au plus juste dans nos réponses. Et enfin, si vous avez besoin d'échanger plus longuement, et comme je le disais, il y aura deux créneaux, un au milieu de ce webinaire et un à la fin. Quelques rappels rapides qu'on avait déjà abordés. Donc FIDES, c'est un nouveau référentiel de fiabilité. C'est on pourrait dire une alternative à ceux qui existaient depuis de nombreuses années et développé par un ensemble d'industriels, enfin un consortium d'industriels très orientés défense et aéronautique, composé notamment du groupe Airbus, du groupe Thales, etc. et également porté par la DGA à hauteur de 50%. Cette nouvelle méthodologie, elle couvre des technologies récentes, elle offre des approches différentes, notamment sur l'approche COTS. La première version est sortie en 2004 et ensuite mise à jour en 2009. L'objet aujourd'hui du webinaire, c'est sur la version 2009. Et enfin, ce recueil est basé sur la physique des défaillances, c'est-à-dire qu'elle prend en compte vraiment les causes physiques pour pouvoir estimer la fiabilité des composants. Et enfin, pour finir sur ce léger rappel, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on voit bien que le FIDES est construit au travers de plusieurs paramètres, plusieurs types de paramètres, et notamment les conditions d'emploi qui vont permettre, au travers d'un projet de mission, de mettre en avant les causes, ou du moins d'essayer de représenter les causes, enfin les enjeux physiques qui vont venir impacter la fiabilité des composants au travers d'un profil de mission qui va venir caractériser l'ensemble des phases du cycle de vie auxquelles vont être exposés les différents composants pour lesquels on souhaite estimer la fiabilité. Le profil de vie va nous permettre, comme je le disais, de calculer, va être un paramètre important pour calculer les taux de défaillance issus du recueil FIDES 2009. Ils sont bien sûr exprimés en heures calendaires et c'est pour ça que ce profil de mission, vous allez retrouver la formule ci-dessous qui est ramenée sur une année, c'est-à-dire 8760 heures. Donc bien sûr basé sur un profil de vie annuel. On verra en conclusion, à la fin de ce webinaire, que ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas toujours applicable en fonction des problématiques. Donc comme on peut le voir également avec cette formule, l'importance de chacune des phases est pondérée par la durée. Donc on va voir ensemble comment identifier ces phases, comment identifier le temps de chacune de ces phases et comment les compiler pour derrière avoir un profil de mission annuel qui va nous permettre de calculer ce taux de défaillance. Donc les enjeux du profil de mission.
ce qu'il faut voir, c'est qu'avec l'approche FIDES, c'est vraiment le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que le profil de mission, c'est le principal facteur de dispersion dans l'évaluation de la fiabilité, puisque c'est vraiment là où on va venir caractériser les éléments dimensionnants qui vont nous permettre derrière d'estimer la fiabilité. Ça demande de se mettre tous autour de la table et de se poser vraiment les bonnes questions sur qu'est-ce qui va causer les pannes du produit pendant toute sa durée de vie. Et donc c'est une véritable démarche de fiabilité et d'ingénierie de la fiabilité parce que ça va mettre à contribution l'ensemble des acteurs d'un projet. Et donc derrière, ce profil de mission permet réellement de prendre en compte tous les contributeurs à la fiabilité, tous les contributeurs physiques. Et effectivement, cette étape, elle est nouvelle par rapport aux méthodes antérieures, celle qu'on avait vues dans le précédent webinaire, c'est-à-dire notamment la norme américaine 1000 HDBK, qui, elle, s'attache à calculer une fiabilité à une température de fonctionnement donnée, uniquement. Donc les problématiques liées au profil de mission, dans un premier temps, ce qu'il faut voir, c'est que ce profil de mission, il ne va pas être défini tout seul. Ce n'est pas l'ingénieur en fiabilité qui va le faire tout seul dans son coin. Donc pourquoi? Parce que ça nécessite de prendre en compte tous les paramètres, et notamment, premier paramètre, c'est dans quel environnement général, dans quelle application finale vont évoluer les différents composants et les cartes électroniques qu'on va étudier. Donc bien évidemment, comme c'est long et que c'est nouveau, il y a une prise en main nécessaire et un accompagnement pour cela. Le guide FIDES est bien fait pour ça parce qu'il apporte beaucoup de réponses pour la prise en main de la construction du profil. Mais ça demande également de se faire accompagner, soit par des personnes maîtrisant cette méthode ou au travers de groupes de travail qui existent sur ce sujet. Il y a énormément de nouvelles questions par rapport aux autres profils de vie qu'on pouvait élaborer, donc ça amène beaucoup de questions, effectivement. La problématique aussi qu'on verra, c'est que pour définir un profil de vie, généralement, l'équipementier il a du mal à avoir la vision globale puisqu'il n'a pas l'ensemble des paramètres. Généralement, c'est plus le donneur d'ordre, donc le systémier, qui va avoir cette vision. Mais tant que ce n'est pas spécifié dans les cahiers des charges des systémiers, l'équipementier, il va essayer d'élaborer un profil de vie, soit tout seul dans son coin et il ne va pas avoir l'ensemble des paramètres et devoir prendre des hypothèses qui ne sont pas forcément justes, ou alors il va y avoir un certain nombre de va-et-vient entre le donneur d'ordre et ses équipementiers, qui pourraient être palliés par un profil de mission directement spécifié dans les specs système. Puis enfin, ce processus, comme il est long, comme il y a énormément de questions à se poser, le plus dur également est d'avoir le même processus de construction pour tous les projets, pour tous les produits, pour derrière permettre les comparaisons. Donc les paramètres du profil de mission, il y a plusieurs indicateurs, comme je disais, à prendre en compte. Le premier, c'est la finalité, l'application, donc le type de plateforme. Je pense que tout le monde voit bien la différence entre un équipement qui serait embarqué sur un avion militaire type A400M et un avion de transport privé type Falcon 7X où les utilisations sont différentes, les types de vols sont différents, le nombre d'heures où l'avion va passer en stockage ou sur la piste va être différent entre un avion commercial et un avion militaire, par exemple. L'emplacement dans la plateforme, il y a certaines zones dans un avion, par exemple, si on prend toujours l'exemple de l'avion, qui sont pressurisées, d'autres pas. D'autres zones, il y a des zones qui sont climatisées, d'autres qui ne sont pas refroidies. Parfois, il y a certaines applications qui demandent à prendre en compte la zone géographique. Typiquement, dans le domaine de la défense, généralement, ils font des profils de mission en OPEX et en métropole, par exemple, pour différencier vraiment ces deux zones géographiques. Et puis enfin, le type d'emploi qui rejoint un peu également le type de plateforme. Et bien sûr, lorsqu'on mène cette première réflexion, si on voit déjà qu'on n'est pas capable de modéliser un profil de mission qui prend en compte qui prend en compte de manière annuelle tous les cas de figure, ça veut dire qu'il faut, dans ce cas-là, créer plusieurs profils, quitte à avoir plusieurs valeurs de fiabilité en fonction d'emplois différents. Donc, également, le profil de mission doit être décomposé en autant de phases que nécessaire. Donc, dès que vous avez des paramètres qui sont différents à un moment donné de la vie du produit, eh bien, ça veut dire que ça nécessite de le sortir et d'en faire une phase à part. Pour chaque nouvelle phase qu'on va identifier,
eh bien, ça veut dire qu'on va identifier de nouveaux paramètres. Des nouveaux paramètres de température, des nouveaux paramètres de durée, des nouveaux paramètres de cyclage de température. Et donc, ce profil de mission va vraiment nous permettre de représenter l'ensemble des phases, et pour chacune de ces phases, de dire quels vont être l'ensemble des facteurs et des contributeurs physiques qui vont venir nous permettre d'estimer la fiabilité. Donc, l'inventaire des paramètres, je les ai mis, vous pouvez les voir sur ce slide. Nous, aujourd'hui, on va au travers de l'exemple, on va s'attacher à discuter de la durée, enfin, de l'identification des phases, de leur durée et de la température ambiante associée. Et dans un second temps, lors de la deuxième partie pour le webinaire qui sera proposé en février, on verra ensemble comment finaliser ce profil, et notamment sur l'aspect cyclage de température. Donc avant qu'on passe à l'exemple sur la construction d'un profil de mission, est-ce qu'il y a des questions sur cette introduction et sur notamment les problématiques et enjeux associés à cette construction d'un profil de mission? Stéphane, il y a des questions? Pas de questions? Bon. Donc je continue. Ce que je vous propose, c'est de voir ensemble un exemple au travers de l'exemple qui est, alors je l'ai un peu transformé, qui est donné dans le recueil de fiabilité FIDES 2009. C'est pour ça qu'il est bien fait, parce qu'il y a vraiment un exemple, et derrière il y a une réflexion qui est amenée très détaillée et très facile d'approche pour pouvoir justement comprendre les tenants et les aboutissants de cette étape très importante. Donc l'exemple qui est pris, c'est un calculateur embarqué sur un hélicoptère, donc dans la soute avionique, avec un profil d'utilisation annuel, alors qui ne colle pas forcément à la réalité, je vous l'accorde, mais pour cet exemple, on va essayer de simplifier un peu l'exercice. Donc qui est embarqué sur un hélicoptère qui est utilisé 365 jours par an, c'est-à-dire en continu, enfin, du moins qui ne passe pas un certain temps en maintenance, on pourrait dire. Et enfin, il y a un vol par jour. Donc, lorsque l'hélicoptère est en vol, bien sûr, le calculateur est en position on. Chaque vol dure 2 heures. Et puis, avant chaque vol, il y a une demi-heure de préparation où le calculateur est en fonctionnement. Et après chaque vol, il y a une demi-heure où l'hélicoptère est au sol et le calculateur est encore en on. Et enfin, on estime, pour cet exercice, qu'il est nécessaire d'attendre 2 heures avant que le calculateur refroidisse. Voilà un peu le contexte. Ça pourrait être une application qu'on retrouve, peut-être pas spécifiée de cette manière-là. En tout cas, c'est des problématiques qu'on retrouve de manière similaire dans l'industrie. Donc derrière, si on continue sur les données importantes pour cet exemple, c'est l'emplacement des composants électroniques dans l'hélicoptère. Donc le calculateur, donc les composants électroniques sont soudés sur des cartes. Ces cartes, entre elles, forment un calculateur. Ce calculateur, il est dans une soute avionique qui comprend un ensemble de calculateurs. Et nous, ce qu'on va s'attacher à calculer, c'est la fiabilité des composants de ce calculateur donné. Et pour cela, on a tout un tas de données. La température moyenne extérieure au sol, à peu près 15 degrés en moyenne, avec des variations jour-nuit de 10 degrés. Une température de la zone, donc c'est-à-dire la zone soute-avionique, où il y a l'ensemble des calculateurs, où il y a un plus 15 degrés, donc ça veut dire que lorsque l'ensemble des calculateurs de la zone sont en fonctionnement, on va considérer qu'ils sont en fonctionnement tous en même temps, j'élève la température ambiante de 15 degrés. Donc je ne suis plus à 15 degrés dehors, comme la température de dehors, je suis à 15 degrés dehors, plus 15 degrés à l'intérieur de ma zone, donc à 30 degrés en réalité. Et puis, dans mon calculateur, donc, qui est dans une boîte hermétique, fermée, il y a un ensemble de cartes, et comme c'est fermé, il y a un échauffement qui se fait de l'utilisation de ces composants, et qui va venir échauffer la zone où il y a ces cartes, dans mon calculateur, encore de 15 degrés. Donc ce qui amène la température vraiment au niveau de la peau, proche du composant, c'est 45 degrés. Et puis, ce qui est bien, c'est que plus on monte en altitude, plus la température extérieure est baisse. Et donc, en réalité, on passe de 15 degrés en extérieur à 5 degrés. Donc indirectement, on va venir refroidir un petit peu la zone où il y a les calculateurs.
Donc si on doit schématiser, alors ce schéma il est présenté sur le guide FIDES. Si on doit venir schématiser ça un peu, donc on retrouve le nez de l'hélicoptère avec l'endroit où se situe le calculateur. Et donc on voit bien les différentes zones de température et les différences qui existent entre la phase sol, où le calculateur vient d'être allumé, et la phase vol, où là on passe de 15 degrés à 5 degrés, et donc on perd 10 degrés, en réalité. Enfin, on gagne ou on perd, dans quel sens on se trouve. Donc il y a vraiment plusieurs zones de température, et nous ce qui nous intéresse, pour l'estimation de la fiabilité, c'est la température à l'intérieur, enfin proche des composants, donc à l'intérieur du calculateur. Donc la première étape, c'est de définir les phases. Donc si on prend une journée, alors moi je vais prendre le cas le plus simple, c'est-à-dire je vais me mettre dans la configuration la plus facile à interpréter, mais vous verrez que ce n'est pas toujours le cas. C'est qu'on passe un petit peu de temps en stockage, et comme par hasard tous les jours c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on passe un petit peu de temps en stockage, et puis tous les jours à midi, par exemple, on va faire un vol. Donc il y a les phases, on va les séparer de cette façon-là, sur une journée, du stockage, la mise en route avant vol, le vol, l'après-vol où on est au sol et où le calculateur était encore en on, la phase de refroidissement, où là on vient couper le calculateur, les calculateurs, et la phase de stockage. D'accord? Donc déjà, ça c'est les phases que j'ai identifiées. Comment je les ai identifiées? Parce que on va dire que l'exercice était pré-mâché, on avait déjà vu ensemble certaines choses, mais surtout, je sais déjà que dans chacune de ces phases, je vais avoir des températures différentes. Et éventuellement des cyclages de températures différents. Et si je regarde ça, si je veux mettre ça sur une année, donc annualiser cette analyse que j'ai faite des différentes phases du calculateur, je vais ramener ça à 365 jours. Et donc pour chacune de mes phases, je vais multiplier la durée d'une journée sur une journée par 365. Deuxième étape, il faut que je définisse les températures. Donc dans FIDES, ce qu'on attend pour un profil, c'est une température ambiante. Ambiante, ça ne veut pas dire la température qui fait dans l'air. Ça peut être ça, mais c'est surtout la température ambiante au niveau du composant. Donc imaginons, comme je vous l'ai dit, je me passe dans la configuration la plus simple, c'est-à-dire que tous les jours je démarre à la même heure. On va dire que je démarre à midi tous les jours mon hélicoptère pour faire un vol. Donc il y a ma première phase où j'oscille autour de 15 degrés, plus 10, moins 10, donc on va dire que je suis centré dessus, je monte à 20 et je descends à 10 degrés au maximum. Ensuite, j'allume mon calculateur, je passe à 45 degrés au sol, on avait vu ensemble. En vol, je perds 5 degrés, donc je redescends à 30 degrés au niveau de mon calculateur. Ensuite, je reviens je reviens à 45 degrés dans la phase où je suis au sol, où je viens après un vol. Phase de refroidissement, j'ai la température qui descend progressivement à la température moyenne au sol quand tout est éteint, c'est-à-dire 15 degrés plus ou moins 10. Donc voilà un peu les phases et les variations de température. Alors là, j'ai pris des hypothèses qui m'ont arrangé. Mais la question que vous pourriez me poser, pourquoi la phase vol, on considère qu'il y a des variations de temps dedans? Pourquoi la phase vol, c'est pas uniquement une température stabilisée où on est en vol croisière et donc on est tout le temps à 30 degrés? Pourquoi dedans, ça a considéré les phases où on perd, donc c'est une phase de montée en altitude et de descente? On pourrait les sortir et faire une phase à 1000 mètres, une phase à... Enfin voilà, on pourrait décortiquer encore plus. Donc les points durs qui sont identifiés pour faire cette étape, c'est à quel moment on démarre l'hélicoptère. Est-ce que c'est toujours au même moment? Parce que si on le démarre de nuit, où il fait 10 degrés, vous comprenez bien que de 10 degrés à 45 degrés, le delta il est plus élevé que si vous le démarrez alors qu'il fait 20 degrés dehors. Et donc ça va impacter davantage les composants. La température ambiante, est-ce que c'est la température moyenne? Est-ce que c'est la température stabilisée, etc., etc. Et on n'a pas caractérisé les cyclages de température, on verra ça la prochaine fois. Donc voilà un peu à quoi ressemble un profil FIDES. J'ai volontairement enlevé toutes les autres colonnes. Ça, c'est la première étape. Donc voilà un peu la réflexion qu'on doit avoir pour construire un profil de mission.
Là, je l'ai fait très rapidement. Croyez-moi, rien que pour un petit profil comme ça demande énormément de temps pour se mettre d'accord. Surtout quand vous allez voir, quand on va la prochaine fois parler des cyclages de température, c'est pas si facile de définir quel cyclage est dans quelle phase. Donc pour conclure, les profils de mission sont à définir avec toutes les parties prenantes. Ça doit être vraiment quelque chose de collégial, fait sous forme de workshop avec l'ensemble des équipes, puisque c'est pas l'ingénieur fiabilité qui a toutes les réponses, de loin. Ensuite, comme je le disais en introduction, le systémier, c'est le mieux placé pour faire cette réflexion. Parce que lui, il a tous les tenants et les aboutissants, il sait si la zone elle est ventilée, il sait à quelle altitude va monter l'hélicoptère, comment il va être utilisé, etc. Et l'équipementier, il n'a pas cette vision-là. Donc ça serait bien plus facile pour le systémier de le spécifier, c'est-à-dire de mettre son profil de mission dans les specs, chose qui n'est pas faite aujourd'hui. En plus, pour le systémier, ça apporte plein d'autres avantages. D'une part, lorsqu'il est en phase d'appel d'offres, il va demander à ses équipementiers de faire des analyses préliminaires pour voir un peu la fiabilité de leur calculateur. Si chacun fait son profil de mission de son côté, en fait, on ne compare pas la même chose. Certaines applications sont difficiles à transcrire en profil de mission annuel. Un exemple, les équipements qui sont embarqués sur un lanceur type Ariane. Vous ne pouvez pas annualiser un lancement de fusée, puisque en réalité, ça dure 3 ans. Qu'à partir du moment où on monte la fusée jusqu'au moment du tir, en fait, c'est écoulé 2 ou 3 ans. Et c'est pas répété tous les ans, donc vous ne pouvez pas l'annualiser. Il y a des cas de figure qui sont plus compliqués. Et bien sûr, ce qui serait pratique, c'est de se construire une bibliothèque de profil de mission. Si on est développeur, si on est un équipementier et qu'on adresse des marchés, on va dire, assez facilement identifiables, ça va nous permettre d'avoir une bibliothèque qui, en phase d'appel d'offres, va nous permettre directement de fournir un ensemble de données de fiabilité pour pouvoir avoir une première analyse préliminaire. Et les paramètres restants à définir, comme je disais, le cyclage de température, l'humidité associée à ces phases. Là, on a vu que la température ambiante, mais on verra le mois prochain les cyclages de température, l'humidité, les vibrations mécaniques et puis également la pollution chimique. Tous ces paramètres qui restent à définir pour chacune des phases. Donc, dernière précision, le prochain webinaire, donc ça sera la deuxième partie, je vous le disais, qui sera la date, je ne l'ai plus en tête, mais je vais vous le donner à la fin, qui sera fin février. Enfin, le livre FIDES 2009 qui est plutôt bien fait et qui vous explique les démarches à mettre en œuvre pour construire un profil de mission. Les user groups ou GTR qui existent, donc il y en a un côté Midi-Pyrénées où justement c'est un espace de partage et on peut venir partager ces problématiques, notamment liées à la construction d'un profil. Le GTR FIDES qui est plus national, là pareil, c'est un espace pour pouvoir échanger sur ces problématiques. Et puis enfin derrière, si vous souhaitez aller plus loin en termes de coaching ou de formation, côté LGM, on propose ce type de démarche où vraiment cet aspect construction d'un profil d'émission se fait de manière très pratique à plusieurs, où on voit vraiment les problématiques qui sont soulevées avec cette démarche. Donc, merci pour votre attention. Je vais laisser place aux questions. Donc, comme je le disais, le prochain webinaire, le 24 février, où on verra la deuxième partie et comment finaliser ce profil de mission. Merci à tous. Ok, je te laisse me les remonter. Donc des questions qui ont été remontées sur le chat. Donc comment faire pour bien réutiliser une valeur FIDES calculée à une époque selon un profil pour un nouveau profil? Donc je suis pas sûr de comprendre la question, mais si la question c'est comment il y a la question des paramètres à demander ou non. Donc la première question sur comment réutiliser une valeur FIDES, j'ai envie de dire, si c'est pour réutiliser avec un même profil, dans ce cas-là, la comparaison elle est facile. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est est-ce que c'est au sujet de profils de missions différentes ou si c'est au sujet d'une modélisation qui a été faite partiellement à une époque et puis qui va venir être complétée avec un profil plus récent. Donc, si la personne qui a posé cette question peut préciser, à la limite, à l'oral. Bien sûr, il faut réactiver les micros pour ceux qui veulent poser des questions. Donc je vais passer en attendant. Vous m'entendez? Oui. Ouais, Romain. Oui.
C'était Nicolas et c'était effectivement dans l'aspect quand on peut avoir des valeurs faites à un certain moment, suivant un certain profil. Quand on fait une analyse plutôt au niveau système, on n'a pas forcément, le contrat est plus forcément en cours avec l'équipementier. On doit faire avec ce qu'on a en termes de valeur FIDES en provenance de l'équipementier. Et quels sont du coup, comment on fait effectivement à ce moment-là, comment bien réutiliser, et du coup, si je comprends bien, c'est quels sont les paramètres qu'il faudrait absolument demander dans une analyse équipementier en termes de profil pour pouvoir facilement le réutiliser à terme. Ça veut dire de dire, bah tiens, moi j'ai cette valeur-là, elle date de 3 ans. Est-ce que absolument tous les paramètres du profil de vie sont à demander? Enfin, tu vois, comment on peut faire des adaptations un peu intelligentes sans forcément à chaque fois se reposer toutes les questions d'un profil de vie, parce que souvent quand on veut aller précisément dans le profil de vie, du coup, on le spécifie beaucoup. En fait, c'est plus adapté au projet d'à côté, quoi. Ah, j'ai envie de dire, si les calculs ont été faits à l'époque, euh, soit il y a des documents qui sont disponibles, donc c'est-à-dire le profil de mission, et dans ce cas-là, tu le récupères tel quel. Après, je crois voir la question derrière, c'est-à-dire qu'à l'époque, avec la 1000 HDBK, lorsque on avait une valeur, c'était écrit le MTBF est de temps, GF 25 degrés. Donc dans ce cas-là, c'est facile de savoir quel avait été le profil. Il est résumé en deux mots, quoi. Route fixe, 25 degrés. Et alors qu'aujourd'hui, une valeur FIDES, elle n'est pas forcément associée derrière à un profil donné, ou du moins, il y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas le résumer dans une seule phrase. Donc effectivement, derrière, il y a des paramètres dimensionnants dans un profil, mais il est difficile, en ayant juste une valeur et sans avoir le calcul qui a été fait derrière, de récupérer l'ensemble des informations. Pour moi, c'est pas possible. Il y a tellement de paramètres qu'il y a tellement de choses différentes qui pourraient avoir donné ce résultat. À Et quelle serait part, une à part si, philosophie, oui. quelle serait une philosophie simplificatrice en fait? Quel élément, même s'il y a plein de paramètres, on se rend compte que du coup dans la réalité des projets, ben, c'est quand même des situations qui arrivent régulièrement. Si on peut pas vraiment le réutiliser, si elle est si spécifique au profil de mission, est-ce qu'au moins dans les choix ou dans la détermination du profil, on peut, il y a une philosophie simplificatrice qui dit, ok, si vous cadrez vraiment cette valeur, vous couvrez, voilà, 80%, vous êtes dans un ordre de grandeur valable à 80% de votre valeur, et après les autres paramètres, ils vont jouer de manière Non, non. Alors, oui et non. Non, peut-être que demain, oui, parce que effectivement, côté LGM, on se pose la question d'ajouter des modules complémentaires pour pouvoir faire une étude de sensibilité qui permette de dire, bon bah c'est un de chercher à avoir les paramètres de chaque, enfin, d'avoir les valeurs de chaque paramètre. Voici les paramètres prépondérants dans ton cas de figure, c'est la température et le cyclage de telle phase. Et donc c'est là-dessus que tu dois te concentrer, et peu importe les valeurs que tu mets à côté, ça ne va pas changer énormément le résultat. Donc ça c'est analyse, enfin, c'est un module de sensibilité qu'on va ajouter, mais c'est pas c'est en amont, c'est pas après coup. Ça répond pas à ta question. Pour moi c'est pas possible. Mais parce qu'il y a tellement de paramètres que tu peux pas. Mais après je suis d'accord. C'est compliqué parce qu'il y a tellement de paramètres, donc ça amène aussi ça à ses travers, c'est-à-dire que c'est difficile de pouvoir tous les avoir. Donc je vais passer aux autres questions. Comment accède-t-on à l'agenda du user group FIDES en Ile-de-France? Donc il n'y a pas de user group FIDES, il y a un user group en Midi-Pyrénées qui a été créé sous l'impulsion des industriels de la région. Par contre, il y a un GTR FIDES qui est lui national, qui est hébergé par l'IMDR et qui a pour vocation à regrouper l'ensemble des industriels tous les 3 mois notamment, pour discuter des problématiques, discuter des avancées sur des dossiers un peu plus haut niveau, c'est-à-dire la certification de la méthodologie au niveau international, l'ajout de nouveaux modèles, etc. etc. Donc il n'y a pas de user group en Ile-de-France, mais c'est quelque chose qui est en réflexion de notre côté. Après, il faut qu'il y ait des industriels qui manifestent de l'intérêt sur ce type de démarche. Donc il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, s'il y a des questions après coup, après le webinar, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez les contacts
vis-à-vis de l'invitation, vous avez les contacts vers qui revenir, et éventuellement mon contact que je vous affiche là. Et puis de toute façon, on essaiera de répondre à d'autres questions au travers du second webinaire qui viendra compléter celui-ci le 24 février sur la construction du profil et notamment les autres questions à se poser. Donc merci à tous, merci de votre attention et bon après-midi. Au revoir.